Industrial Nation, je suis avec Thomas Neveu de chez Daher Software. Pardon. Oui. Thomas, est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire un peu qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais ici chez Daher Software. Bien sûr. Donc moi, Thomas, je suis un des deux cofondateurs de Daher Software, qui est un éditeur de logiciels qu'on a créé il y a 8 mois, parce qu'on a constaté que, on parlait d'industrie 4.0 et transformation digitale partout dans toutes les entreprises industrielles, mais dès qu'on mettait des chaussures de sécurité et qu'on allait sur le terrain, il n'y a que des feuilles de papier et du fichier Excel, alors que tout le monde a un smartphone dans la poche. Et donc on s'est dit qu'il y avait sûrement quelque chose à faire pour faire bouger un peu les choses et bousculer un peu le système pour démocratiser le logiciel industriel. Et donc moi, avant ça, j'ai passé 12 ans dans l'industrie, différentes positions en marketing, vente, innovation. Donc je connais plutôt bien le monde de l'industrie et puis aussi le monde du marketing dans l'industrie. Ouais. Donc voilà, très intéressé pour qu'on discute, quoi. Ouais. Ok, on peut peut-être commencer par ça, parce que l'audience est essentiellement des gens plutôt dans le domaine du marketing et des sales. Ouais. C'est quoi aujourd'hui ta vision de la situation, de l'état du marketing dans l'industrie, du marketing industriel, toi qui es passé par, dans ta carrière par peut-être pas mal de boîtes. C'est quoi ta vision du marketing industriel en 2020 aujourd'hui? Ouais, moi la vision que j'en ai, c'est que toutes les boîtes industrielles, et a fortiori les PME encore plus, ont des super histoires à raconter. Et pas pour raconter des histoires, mais ont des vraies histoires à raconter, des vraies choses à dire, des vraies choses à partager, et qu'aujourd'hui, elles le font assez peu, et leurs canaux de vente sont assez traditionnels, quoi. En gros, il y a un réflexe un peu binaire qui est de dire je veux vendre plus, je vais embaucher un commercial de plus, alors qu'il y a plein de manières différentes d'attirer des clients, d'attirer des utilisateurs, et notamment de capitaliser sur ce qu'on a à dire au marché, quoi. Tout le monde aime se faire raconter des histoires, comme quand on est enfant, donc c'est pareil quand on est adulte, et donc je trouve que c'est plutôt bien d'avoir un virage comme ça vers raconter plus d'histoires. C'est important que les habitudes d'achat ont changé, la façon dont les clients industriels aujourd'hui achètent, c'est plus la même chose qu'il y a 10 ans ou 20 ans. Je pense qu'il y a quelques années, on pouvait se contenter d'aller visiter une fois par an un client, lui payer un bon resto, et puis il nous recommandait pour l'année, quoi. Aujourd'hui, les profils ont évolué, moi je dis souvent qu'on a l'impression de vendre les solutions de l'industrie du futur, mais avec les méthodes du siècle dernier. C'est un peu ce que tu disais en intro. Ouais, c'est complètement. Aujourd'hui, je pense que les entreprises industrielles sont peut-être pas forcément suffisamment saisies des nouveaux modes de communication, des nouveaux modes de distribution de leurs produits, complètement. Les nouveaux modes aujourd'hui, c'est le mobile, c'est l'instantanéité, c'est trouver les choses en 2-3 clics sur Google ou sur Amazon. Complètement. Et ce que doivent comprendre aujourd'hui les industriels, c'est que ces profils-là, c'est aussi leurs salariés. Et donc c'est ce que tu disais, en fait, on se retrouve avec une expérience Excel et feuilles de papier dans des boîtes qui sont pourtant à la pointe de la technologie sur tout un tas de sujets. Là où à la maison, pour commander mes prochaines vacances, j'ai 3 clics à faire sur une plateforme. En fait, je pense que n'importe quel acheteur qui, même s'il achète le produit le plus compliqué du monde, il va avoir son outil très rationnel de choix avec des belles matrices, plein de choses qui sont hyper importantes et qui doivent garder, mais il va aussi aller visiter le site web de l'entreprise à qui il va acheter, et il va aussi aller discuter avec les gens, essayer de comprendre ce que les gens pensent de telle ou telle marque. Est-ce que c'est une marque sur laquelle je peux compter? Alors ça, c'est pas quelque chose qui va rentrer dans une matrice, mais pourtant à la fin, ça va peser dans le choix final, quoi. Ce qui inspire le site internet, ce qui ressort aussi On est tous des animaux émotionnels, quoi. Et je pense que personne n'a envie de finir sa carrière en disant moi j'ai respecté toutes les cases de ma matrice, quoi. Par contre, tout le monde a envie de dire non mais c'est vrai, et tout le monde a envie de dire par contre j'ai fait telle chose, j'ai vécu telle émotion, et voilà ce que j'ai accompli, quoi. Donc je pense que ça va avoir une part de plus en plus importante, parce que les générations qui arrivent sur le marché du travail aussi, elles sont comme ça, quoi. Elles sont nées avec tout ça, elles ont ces habitudes de consommation là, et elles sont aussi beaucoup plus dans l'accomplissement de soi, et donc du coup on a aussi envie de vivre ces émotions là quand tu bosses dans une boîte, quoi. Alors du coup ça m'amène à une question, tu vois, on a des problèmes de recrutement aujourd'hui dans l'industrie. Moi j'ai constaté à plusieurs reprises, je fais des réunions des fois dans des comités de pilotage avec des dirigeants industriels. Les gars sont tous à se plaindre de la difficulté à recruter. Alors c'est la faute de l'école, c'est la faute de Pôle emploi, c'est la faute des jeunes qui ne veulent pas bosser. Mais quand tu vas sur leur site web, tu tombes sur un truc des années
des années 90, et encore je suis gentil, même si ça a été fait récemment en fait. Ouais. Ça renvoie une image, moi je suis un jeune en 3e qui réfléchit à son orientation, j'ai pas envie d'aller bosser là-dedans. En fait, ouais. Alors, en fait, les boîtes industrielles, elles ont des super histoires. En général, elles ont des super produits. Souvent, elles ont des dirigeants aussi qui accompagnent ces mecs-là, qui sont hyper inspirants. Et en effet, parfois sur la forme, ça se ressent pas. Donc, tu prends l'exemple du site web. Alors moi, tu connais mieux le marché que moi, et pour le coup, je serais pas capable de le juger. Mais je pense que c'est aussi un peu pareil sur les outils opérationnels que les gens utilisent quand ils bossent dans une usine. Je prends souvent l'exemple d'un jeune ou un moins jeune d'ailleurs qui passe son premier jour dans une usine ou dans un entrepôt, et ça va être finalement son premier contact. Je crois que j'ai vu un chiffre, je crois qu'il y a 20% ou 25% des gens qui quittent leur job le premier jour, ou qui ont envie de le quitter le premier jour. Quoi. Ils se sauvent, quoi. Donc on peut leur taper dessus en disant que c'est de leur faute. Il y a sûrement une part où c'est de leur faute, mais aussi il faut peut-être repenser ce qu'on leur fait vivre et quelle est l'expérience collaborateur. Et je pense que c'est important de le voir comme ça. Quelle est l'expérience collaborateur qu'on leur fait vivre? Est-ce que rentrer dans une entreprise, c'est remplir plein de papiers et faire partie du système parce que son nom est dans une matrice Excel? Ou est-ce que ça se passerait pas un peu mieux si, comme dans sa vie privée, ça se passait sur un smartphone avec plutôt des images que plein de textes, et qu'on rentrait dans des modes de collaboration qui soient un peu plus modernes, quoi. Donc là, on est vraiment sur l'expérience utilisateur, en fait. Complètement. Que je sois un candidat, un nouvel recrue, un collaborateur ou un client, je devrais avoir une expérience utilisateur qui est exceptionnelle si j'ai envie de fidéliser, quoi, si j'ai envie de garder. C'est complètement ça. Je reviens à tout à l'heure, c'est quoi les émotions que je fais vivre aux gens, quoi. Ouais. Est-ce que c'est des émotions où les gens se disent waouh, cette boîte en effet elle fait des super produits et en plus elle est super moderne, ou est-ce que l'émotion que je fais vivre c'est de dire oh là là, ça a l'air compliqué leur truc, je vais faire l'effort de continuer mais je suis pas sûr de tout comprendre, quoi. Alors ça, je trouve que c'est un message qui est encore difficile à faire passer dans l'industrie, parce qu'on est dans des ventes, dans des systèmes complexes, avec du développement parfois qui peut être long, des enjeux souvent importants. Ouais. Donc on essaye d'éviter au maximum l'émotion, quoi. Ouais. Sauf qu'elle revient par la petite porte. En gros, c'est ce que tu es en train de dire, c'est qu'à un moment donné, on ne peut pas se couper de cette approche un peu émotionnelle, même en B2B et même dans ce contexte industriel. Ouais, et puis c'est pas forcément. Enfin, moi je pense aussi que c'est pas forcément antinomique, c'est-à-dire que quand tu regardes tous les plus grands projets industriels, je sais pas, le Concorde, on va te dire aussi que c'est une super aventure humaine, quoi. Ah ouais, c'est une aventure technique et c'est aussi une aventure humaine, et donc ça veut dire qu'on est bien capable de faire les deux. Ouais, on peut. Bel exemple. Ouais. Alors moi j'ai plein de questions, notamment une sur. Je crois quand on s'est rencontrés, quand on a discuté la première fois par téléphone, on a parlé tout de suite très vite, je sais plus pourquoi, des histoires de cahier des charges. Ouais. Alors, je crois que je t'ai dit au téléphone, parce que je venais de passer une semaine à répondre à un appel d'offres, je ne répondrai plus à des appels d'offres basés sur des cahiers des charges. C'est quoi le problème avec notamment tout ce qui est logiciel applicatif, logiciel métier dans l'industrie, parce que je crois que c'est un peu votre cheval de bataille, en fait, votre Complètement. bataille. C'est quoi le problème que vous avez décelé, que vous avez soulevé en tout cas par rapport à tout ça? En fait, nous, le parti pris qu'on a, c'est une blague que je fais, mais qui est une fausse blague, c'est de dire on a une poubelle à cahier des charges au bureau. J'ai rien contre les cahiers des charges pour en parler, et c'est très bien d'en faire dans certains contextes, mais il y a peut-être des contextes sur lesquels nous, en tout cas, ce qu'on se dit, c'est pour dans un outil avoir les bonnes fonctionnalités et avoir la bonne expérience utilisateur, et je préfère investir dans le design. C'est-à-dire que nous, on a typiquement la personne à qui on met des chaussures de sécurité pour aller comprendre quels sont les attendus d'un chef d'équipe, d'un opérateur, d'un responsable d'atelier. Chez nous, le premier, c'est le designer. On le met au contact des gens et on les fait parler. Donc vous allez faire en sorte que ce designer s'imprègne je dirais, de la mentalité, Exactement, de la mentalité, de la culture, des mots, de l'environnement aussi. C'est-à-dire que dans une usine, l'environnement, parfois il est sale, parfois, il faut prendre en compte tout l'environnement des personnes et comprendre, ok, et ce dont on a besoin, c'est pas forcément ce qu'on dit. Quand on fait le travail de synthèse, et on le voit d'ailleurs aujourd'hui sur des projets informatiques, à la fin, dans une boîte, qui est 100% content de l'outil qui a été pondu sur mesure. En général, personne. Souvent, c'est assez mitigé, quoi. Hors budget, hors délai. Voilà, c'est souvent comme ça. Donc nous, le parti pris, c'est de dire, nous, on va plutôt proposer des outils qui sont sur étagère, c'est-à-dire qu'on fait pas un projet informatique, on va avoir accès à un produit qui a été pensé par un designer sur la base de plein de
plein d'opérationnels de terrain et plein de gens avec qui on a parlé. On va avoir testé ce produit avec beaucoup d'itérations, c'est-à-dire qu'on commence par faire des maquettes, des maquettes un peu plus abouties qui deviennent complètement exactement, c'est exactement notre mode de travail pour à la fois avoir un produit qui réponde vraiment aux besoins des gens. Okay. Et pas parce que ça a été écrit dans un cahier des charges, mais parce qu'on l'a expérimenté et qu'on l'a mis à l'épreuve du feu. Donc ça, c'est notre manière d'investir sur le design pour répondre vraiment aux enjeux des gens et dire à la fin, le produit, ça va être hyper rapide finalement de se faire une religion dessus parce qu'on va pouvoir le télécharger, l'essayer et comme dans les produits de la vie courante, le jeter à la poubelle s'il ne répond pas aux besoins et le garder s'il répond aux besoins. Ce sera le juge de paix, quoi. Et puis ça permet d'appliquer un peu cette règle des 80-20. En fait, quand on fait un cahier des charges, en fait, on imagine tout un tas de fonctionnalités, souvent, puis on les liste. Puis en plus, on les liste souvent sans prioriser, c'est-à-dire qu'on va se dire il nous faut ça, il nous faut ça, il nous faut ça. Et souvent, ça se passe comme ça. On réunit les différents services. Exactement. Chacun exprime ses besoins. Et puis il y en a un qui se tape le sale boulot de compiler tout ça pendant des mois. On négocie jusqu'à prendre le cahier des charges. Parfois, on paye des consultants pour faire le cahier des charges. Ouais. Donc ça donne du boulot. Et on en a plus cher de cahier des charges que d'application. Ouais, complètement. Et puis on se rend compte quand on développe tout ça, que c'est très long et compliqué à développer parce qu'on va lever évidemment tout un tas de complexités. Ouais. Et puis que en fait, dans la réalité, il y a seulement 20% des fonctionnalités qui sont utilisées 80% du temps. Quoi. Le parallèle que je prends souvent, c'est de dire, je pense que c'est en fait symptomatique de la maturité d'une industrie. Aujourd'hui, par exemple, une voiture, si vous allez chez votre concessionnaire et que vous commencez à lui faire toute une liste en lui disant moi je sais pas ce que je veux mais je voudrais qu'il y ait 6 roues, 3 antennes pour la radio et 4 volants, on va vous dire non monsieur je suis désolé mais nous en fait on a un catalogue de produits qui répondent à différents besoins et vous en fonction de votre besoin a priori on devrait avoir un véhicule qui correspond à votre besoin. À la marge avec des options, et après on ajuste à la marge avec des options et donc on est bien sur une démarche où comme c'est une industrie qui est mature, elle a constitué une offre de produits sur étagère et les consommateurs ils ont l'habitude d'aller consommer une offre de produits qui est sur étagère. Surtout qu'on a l'habitude, effectivement, dans la vie quotidienne, on a des tas d'applications dans nos smartphones. Alors il y en a beaucoup peut-être qu'on n'utilise pas, mais on a une application pour faire le footing, une pour faire la cuisine, une pour les emails. Exactement. Donc ça veut dire que c'est déjà quelque chose d'adopté finalement. Voilà, et donc nous notre pari c'est de transposer ces habitudes de consommation de la vie courante, de le transposer en logiciel industriel, et on est convaincu que c'est comme ça qu'on va le démocratiser l'usage des logiciels industriels. C'est en mettant à disposition une fonction égale une application, elle répond hyper bien à ce besoin-là, et donc c'est pour ça que ça devient utilisé au quotidien. Et ça va faire aussi le pont avec toutes les boîtes, elles parlent de big data, d'utilisation des données. Je lisais une étude la semaine dernière d'un user group, d'un grand éditeur de RP aux États-Unis, qui disait il y a 17% des directeurs financiers font confiance aux données qui sont dans leur ERP. D'accord, donc 17%. Ça fait juste hyper peur, quoi. C'est-à-dire que c'est juste leur outil du quotidien, il n'y en a que 17% qui font confiance aux données. Et pourquoi ? Parce que bien souvent, la qualité des données du coup qu'on retrouve dans n'importe quel système d'information, et tout le monde dans toutes les boîtes le dit, c'est sheet in, sheet out. Si on met des mauvaises données dans un système, forcément ce qui ressort c'est mauvais. Donc, et après la question c'est de se dire, ok, comment je fais pour avoir des bonnes données ? Je peux taper sur les gens. Mais ça, souvent c'est ce qu'on va dire, les commerciaux remplissent pas bien c'est leur faute, les autres remplissent pas bien. Donc on va leur taper dessus. Je pense que ça marche quelques semaines, mais on peut pas taper sur les gens toute la journée. Ou alors peut-être on peut prendre le prisme inverse, c'est-à-dire essayer de comprendre pourquoi ils remplissent pas correctement les gens. Et pourquoi ils vont dire parce que c'est pas pratique. Parce que première raison aussi, ça m'apporte quoi à moi de remplir ça. Et donc du coup nous toute notre philosophie c'est de dire aussi pensons d'abord à l'utilisateur final, à celui qui fait la saisie. Comment est-ce que faire une action avec cette application mobile que je lui ai fournie, ça lui apporte de la valeur à lui. Et si ça lui apporte de la valeur à lui, naturellement, non seulement il va faire le travail d'utiliser l'outil, mais en plus, il y a quand même de grandes chances que ce qu'il mette dans l'outil, ce soit de la donnée de qualité. C'est clair. Et donc en fait, tout le travail aussi, c'est de revenir un peu à la base, à la réalité du terrain, à l'opérationnel, au caillou dans la chaussure du quotidien, y apporter une solution. Et après, c'est bénéfique pour tout le monde. Parce que finalement, on est tous en train de parler on entend parler tous de transformation numérique. Alors, moi, c'est un mot, j'ai fait une allergie. Je suis assez. Une allergie respiratoire à moi. Je me mets à tousser en général quand je le prononce. On ne sait même pas trop de quoi il s'agit. On dit que les boîtes doivent faire leur transformation digitale, etc.
Mais en fait, ça peut peut-être commencer par des choses assez basiques. Donc c'est par exemple ce que tu disais, remplacer quelques feuilles Excel par une appli. Ouais. Parfois, c'est déjà un grand pas dans beaucoup de boîtes. Mais surtout, ce qui est important, c'est pas de le remplacer pour le remplacer, c'est de se dire, ok, quel est l'usage? Une valeur ajoutée. Exactement, quel est l'usage et c'est quoi la valeur ajoutée exactement pour l'utilisateur final? Donc Thomas, on est en train de parler de valeur ajoutée pour l'utilisateur final. Donc si on doit aujourd'hui se lancer dans du développement ou de la mise en œuvre d'applications métiers pour une boîte industrielle, toi ta préconisation c'est ça, on met le paquet sur le design, en tout cas sur l'expérience utilisateur et la valeur ajoutée qu'on lui donne. Complètement. C'est-à-dire, de toute façon, le sujet, et même sur des technologies qui paraissent hyper complexes, le sujet il est plus technologique, quoi. Il est plus technologique. Avoir ce dont je parlais tout à l'heure, faire du big data, technologiquement maintenant c'est quasiment à la portée de n'importe qui. Par contre, le sujet de savoir comment est-ce que je capte la bonne donnée au bon moment, au bon endroit avec la bonne personne, ça c'est un sujet qui est un vrai sujet métier. Et puis après, qu'est-ce que j'en fais et comment je la valorise auprès des gens, ça c'est un vrai sujet qui est un sujet aussi métier, expérience utilisateur, quoi. Donc en fait, nous ce qu'on fait, c'est qu'on investit là-dedans, dans le cas d'usage, dans l'expérience utilisateur, pour le mettre à disposition de demain nos utilisateurs sur étagère. Et que finalement on soit vraiment dans un mode où on consomme du logiciel industriel comme on consomme de l'app mobile dans sa vie de tous les jours, quoi. Moi je suis convaincu que ça va cartonner en fait. Pourquoi? Parce que si tu regardes, alors je dis pas ça pour te faire plaisir, hein, mais ça me fait vachement plaisir. C'est vrai, parce que c'est logique. Si tu regardes aujourd'hui tous les disrupteurs, toutes ces grandes boîtes, toutes ces boîtes qu'on regarde comme ça avec des grands yeux, là, les Airbnb, les Uber, les Amazon. Alors c'est pas moi qui le dis, hein, c'était le dirigeant d'HubSpot qui en avait fait le cœur de sa conférence l'année dernière. Il disait que la raison pour laquelle ils gagnent, c'est pas la techno, c'est la façon dont ils vendent. C'est l'expérience client en fait. Et si tu regardes Amazon, Uber, Airbnb, pour en citer quelques-uns, technologiquement c'est une plateforme, je vais pas critiquer leur dev, quoi, mais c'est pas très compliqué à mettre en œuvre, c'est pas un truc, il y a un petit algorithme, il te met des appartements qui peuvent te plaire, tu choisis, c'est une base de données, quoi. Amazon c'est pareil, c'est un catalogue produit, quoi. Ils n'ont pas révolutionné technologiquement le truc. Thomas, on a discuté là pendant 20-25 minutes. Merci beaucoup pour ce que tu nous as partagé. Qu'est-ce que tu retiens? Si tu avais 3 choses importantes à retenir de notre échange pour résumer notre discussion, ça serait quoi? Moi je pense qu'on le voit à la fois toi dans le métier que toi tu proposes sur le marketing ou moi ce que je peux proposer sur des apps mobiles pour l'industrie. On voit finalement qu'il y a une espèce de convergence entre les habitudes de consommation qu'on a tous dans notre vie privée et les habitudes de consommation qu'on est en train d'avoir de plus en plus et qui vont s'accentuer dans le professionnel. On a les mêmes réflexes, quoi. On va regarder sur internet, on a envie de pouvoir essayer de jeter à la poubelle, il y a vraiment, je pense que ça c'est quelque chose qui est hyper fort. L'expérience utilisateur, quoi. Il faut que ça soit fluide. Après, je pense que le deuxième point, c'est vraiment ça aussi, c'est l'expérience utilisateur. Quelle expérience je propose à mon client, quelle expérience je propose à mon collaborateur, quelle expérience je propose aux gens qui travaillent avec moi. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Et puis le troisième point, c'est l'émotion. Les gens, ils ont envie de vivre des émotions positives. C'est clair. Même dans l'industrie, même dans des métiers. Et l'inbound marketing dans l'industrie, c'est aussi une manière de transmettre des émotions sur sa boîte. C'est pas que des plans et des matrices, c'est aussi des émotions qu'on a envie de faire vivre. Et c'est aussi des collaborateurs qui ont envie de vivre des émotions au boulot qui sont un peu plus sympas qu'Excel et les feuilles de papier, quoi. Voilà. Ça, je retiendrai. Merci beaucoup pour notre échange. Merci. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast, sur la chaîne YouTube Industrial Growth et bien sûr sur le site de l'agence agencenil.com. À bientôt.